Imaginez un peu la scène, on est en 2020. L'écurie Williams, un vrai monument de la Formule 1, est au bord du gouffre. Elle est finalement vendue pour environ 200 millions de dollars. À l'époque, beaucoup se disent que c'est une somme folle pour une équipe qui n'avance plus. Et pourtant, avance rapide jusqu'à aujourd'hui, cette même écurie est valorisée à près de 2,5 milliards de dollars. Oui, vous avez bien entendu, c'est une augmentation de 1150%, un rendement qui donne le vertige en à peine 4 ans. Ce chiffre, à lui seul, il raconte toute la transformation incroyable de la Formule 1. En fait, l'acquisition de Williams par le fonds d'investissement Dorilton Capital, ce n'était pas un pari fou, c'était un coup de maître. Ce retour sur investissement phénoménal, c'est l'histoire qui définit parfaitement la nouvelle ère de la F1, l'ère de Liberty Media. Alors, la question qu'on se pose tous, c'est comment ? Comment la F1 est-elle passée d'un sport de passionnés, un peu vieillissant, à l'actif le plus désiré du monde du sport ? Comment a-t-elle pu construire des murs si hauts qu'elle peut même se permettre de refuser des noms aussi légendaires qu'Andretti ? Pour piger tout ça, on va décortiquer la machine. On va explorer ensemble les 3 piliers qui soutiennent cette métamorphose. Un business model de ligue fermée digne des plus grandes franchises américaines. Une stratégie marketing qui a complètement craqué le code de l'audience mondiale. Et une révolution financière qui a absolument tout changé sur la piste. Allez, on attaque avec le premier pilier, et c'est le nerf de la guerre, bien sûr, l'argent. La F1 a bâti une véritable forteresse financière. L'objectif, il est très simple, protéger la valeur des 10 équipes qui sont déjà sur la grille et rendre toute nouvelle entrée, quasi impossible. Et la preuve la plus éclatante de cette exclusivité, ça a été le tremblement de terre de janvier 2024, le rejet de la candidature d'Andretti. Même avec un géant comme General Motors dans son camp, la FOM a dit non, estimant qu'il n'apportait pas assez de valeur commerciale. Le message était limpide, le club est complet. Bon, regardons un peu comment ça marche, ce business. La F1 génère plus de 3 milliards de dollars de revenus chaque année. Sur cette somme, une cagnotte, le fameux Prize Fund, de 1,2 milliard est distribuée. Et le point absolument crucial, c'est que ce gâteau se partage entre seulement 10 équipes. Et pour protéger ce gâteau, il y a un mécanisme clé, le droit anti-dilution. C'est simple, imaginez que vous possédez l'un des 10 seuls restaurants sur une île paradisiaque. Si un 11e s'installe, vos revenus vont forcément baisser. Pour accepter sa venue, vous allez lui demander de payer une somme énorme pour compenser vos pertes. Eh bien, c'est exactement le principe de ce droit d'entrée. À la base, ce ticket d'entrée, c'était 200 millions de dollars. Mais avec l'explosion des revenus, ce montant est devenu presque dérisoire. Aujourd'hui, on parle de le tripler, de le passer à 600 millions de dollars, et peut-être même plus. La porte se referme de plus en plus. Et cette illustration, elle est parfaite pour comprendre l'enjeu. En 2018, Lawrence Stroll rachète l'écurie Force India pour 117 millions de dollars. 5 ans plus tard, l'équipe a été rebaptisée Aston Martin et elle est valorisée à 1,24 milliard. Ça fait une plus-value de plus de 960%. On comprend tout de suite mieux pourquoi les équipes actuelles gardent la porte de leur club aussi précieusement. Ok, on a vu l'aspect financier. Mais d'où vient tout cet argent ? C'est là qu'on arrive au deuxième pilier. Cette croissance financière spectaculaire, elle n'est pas tombée du ciel. Elle a été propulsée par une machine marketing redoutable, un vrai volant d'inertie médiatique. L'étincelle qui a tout allumé, bien sûr, c'est la série Netflix Drive to Survive. Ça a été la fondation de cette croissance. Elle a transformé les pilotes en héros, les courses en feuilletons à suspense, et elle a attiré une audience beaucoup plus jeune et plus diverse. Ce qui est fascinant, c'est de regarder l'impact chiffré. Aux États-Unis, un marché qui a toujours été un peu hermétique à la F1, eh bien le nombre de fans a bondi de 33% depuis la toute première saison. La série a réussi là où des décennies de tentatives avaient échoué. Mais attention à l'idée reçue. Et c'est là que ça devient super intéressant. Si Netflix a allumé la mèche, ce sont bien les réseaux sociaux qui entretiennent l'incendie aujourd'hui. Ce qu'on voit ici, c'est que la première source de découverte pour les nouveaux fans, c'est TikTok, YouTube, Instagram, avant même Netflix. L'écosystème est devenu complètement autonome. En fait, ce volant d'inertie tourne grâce à plusieurs choses. On a des pilotes, comme Lando Norris ou Charles Leclerc, qui sont de vrais créateurs de contenu. On a des fans qui produisent des millions de vidéos virales. Et on a une F1 qui a très intelligemment ouvert les vannes, en autorisant le partage d'extraits, ce qui a créé une boucle de visibilité infinie. On arrive maintenant au troisième et dernier pilier, peut-être le plus important, celui qui a tout solidifié, la révolution qui a rendu les écuries financièrement saines, le fameux plafond budgétaire. Pour bien se rendre compte, il faut s'imaginer qu'avant 2021, la F1 c'était une course à l'armement sans aucune limite. Les top teams comme Mercedes ou Ferrari pouvaient dépenser quasiment un demi-milliard de dollars par an. Depuis l'introduction de ce budget cap, cette somme a été ramenée aux alentours de 140 millions. C'est un changement de paradigme complet. Mais ce qui est passionnant, c'est de regarder ce qui n'est pas dans le plafond. Les salaires des pilotes et des 3 employés les mieux payés, les budgets marketing, le développement du moteur, tout ça est exclu.
ça laisse quand même une marge de manœuvre stratégique assez importante pour les équipes les plus riches. C'est un petit détail d'initié qui montre toute la complexité du règlement. Le point crucial à retenir, c'est que ce plafond a forcé un vrai changement de mentalité. La compétition, elle ne se gagne plus en dépensant sans compter, mais en dépensant intelligemment. Et du coup, les écuries, qui étaient des gouffres financiers pour leurs propriétaires, sont devenues de vraies entreprises, rentables et surtout incroyablement attractives pour les investisseurs. Bon, il est temps de rassembler toutes les pièces du puzzle. Voyons un peu comment ces trois piliers, le club fermé, le marketing viral et la discipline financière, se sont combinés pour créer le boom économique qu'on connaît aujourd'hui. Quand on regarde la chronologie, on se dit que c'est une véritable masterclass stratégique. Liberty Media arrive en 2017, il lance la machine médiatique en 2019, Dorilton Capital achète Williams au moment parfait, en 2020, juste avant l'introduction du plafond budgétaire qui va sécuriser leur investissement. Et la décision de 2024 de fermer la porte, ça verroule la valeur de leur actif. Parfait. Et voilà comment on boucle la boucle. L'histoire de Williams, c'est la synthèse parfaite de tout ce phénomène. Une équipe historique, sauvée par un investissement visionnaire, rendue viable par les nouvelles règles financières et dont la valeur a été multipliée par plus de 10 grâce à l'explosion de la popularité du sport. On termine donc avec cette question qui est vraiment au cœur de la stratégie actuelle de la F1. En créant ce club si profitable et si exclusif, le sport a maximisé la valeur pour ses membres actuels, c'est certain. Mais en fermant la porte à de nouvelles forces, ne risque-t-il pas de sacrifier la croissance de demain pour les profits d'aujourd'hui? La question reste ouverte.